Bon, donc je vais vous parler, au fait, ça va être un peu long, une heure et quart. Je vais parler des échanges gazeux d'une part, en fait, qui vous posent pas mal de problèmes le plus souvent, en fait, comprendre un peu comment différents échanges gazeux surviennent aussi bien en surface qu'en profondeur. Donc on va surtout s'occuper de la surface. C'est très facile de comprendre ce qui se passe en surface et puis après d'extrapoler à ce qui se passe en immersion. Une fois qu'on aura fait les échanges gazeux, sur certaines diapos, je passerai vite parce que vous les connaissez, notamment en fait les échanges gazeux au niveau tissulaire et notamment en fait pour avoir une vision de transversalité avec la décompression. Je vous ferai l'apnée, avec l'apnée, la physiologie et les accidents. Donc, pour les échanges gazeux, dans un premier temps, la dernière fois, je vous avais fait la ventilation. Donc, j'estime que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, sur laquelle je ne reviendrai pas. Ventilation qui est principalement, en fait, qui permet de prendre de l'air et d'expirer l'air alvéolaire, dans un certain sens, pour pouvoir renouveler en permanence l'air alvéolaire et assurer une concentration des gaz alvéolaires relativement physiologique. Et pour répondre également aux besoins, d'une part, qui est une nécessité de consommer de l'oxygène et de produire du CO2. Cette ventilation permet de maintenir cette homéostasie en permanence. Euh, Beaucoup de formules, mais en réalité, vous allez voir que c'est simple. C'est extrêmement simple. Là, vous avez, je vais peut-être me mettre en face, ça marche. Euh, Vous avez les sources d'énergie. Paul a dû vous en parler. Les sources d'énergie, nous, on a besoin d'une combustion, donc on utilise l'oxygène pour produire l'énergie. L'énergie comme fuel, comme kérosène, c'est le GPL, comme Paul vous a souvent dit, c'est-à-dire glucides, protides et lipides. Que ce soit l'un ou l'autre, avec l'oxygène, on va produire donc de l'énergie, de l'ATP, et qui va se dégrader en eau, en H2O, d'une part, et en CO2, d'autre part. Si on prend le glucose, la combustion, on va dire qu'elle est complète. C'est-à-dire qu'une cellule, une molécule de glucose va utiliser X molécules d'oxygène, 6 molécules d'oxygène, elle va se dégrader en CO2 de façon complète. Et on dira dans ce cas-là que la consommation d'oxygène par rapport à la production de CO2, VO2, VCO2 sur CO2, est de 1, c'est-à-dire qu'elle est complète. Le reste, les chiffres n'ont pas d'intérêt majeur. Bien sûr, pour les protides, la combustion n'est pas complète. Il y a d'autres choses qui sont éliminées à côté. Pour les lipides, à peu près identique. Donc finalement, le rapport, le quotient respiratoire qu'on appelle R, la production de CO2 sur la consommation d'oxygène au global dans le corps, lorsqu'on est en repos, en état stable, on considère qu'il est aux alentours de 0,8. Donc on n'a pas une combustion complète, on consomme un peu plus d'oxygène qu'on ne rejette du CO2. D'accord ? Juste pour dire que la combustion n'est pas complète. Et juste retenez ce chiffre, 0,80 environ, qu'on verra après au fait son intérêt dans une des formules que je vais vous expliquer pour que vous n'ayez pas au fait un chiffre comme ça qui arrive par hasard. Donc, on utilise du glucose, des lipides et des protides et globalement, on consomme un peu plus d'oxygène qu'on ne rejette du CO2. Quelques notions rapides concernant l'anatomie respiratoire, mais que vous connaissez déjà. Bien sûr, en fait, on prend de l'air au niveau des voies aériennes supérieures qui vont descendre le long de la trachée. Tout ceci, c'est des tuyaux qui vont avoir un certain rôle pour l'air qu'on va inspirer. Bien sûr, purifier des impuretés, d'une part, mais également réchauffer et l'humidifier. Et ça a quelque chose d'important. Tout ceci donc est dû à un appel d'air qui va aller jusqu'à dans les alvéoles par le biais des bronches et il va arriver au niveau des alvéoles. Donc dans les bronches, il va y avoir un courant d'air. Dans les alvéoles, heureusement qu'il n'y a pas de courant d'air. Si vous voulez, quelque part, le gaz alvéolaire, il ne bouge pas beaucoup. Et ce qui va se passer en réalité pour les échanges gazeux, déjà, c'est entre les bronches, toujours du mal avec ma flèche, là voilà, entre les bronches, ici on va dire presque terminales, et l'alvéole, il va y avoir une diffusion entre deux interfaces gaz-gaz. D'accord ? On va voir ça tout à l'heure. Donc au niveau de l'alvéole, juste pour vous décrire l'alvéole, simplement, c'est à ce niveau-là que vont avoir lieu les échanges gazeux. Alors qu'au niveau des bronches, je vous ai dit, il y a un échange thermique, il y a ça se réchauffe et ça s'humidifie. Au niveau de l'alvéole, il y a des échanges gazeux. Et ces échanges gazeux sont dus à l'alvéole d'une part, qui est ici par exemple, c'est l'équivalent de cette image en coupe histologique. On voit bien les bronches terminales, on voit bien les sacs alvéolaires et on voit effectivement les différentes alvéoles au sein desquelles
il y a plein de vaisseaux. Et si on regarde une des parois, le vaisseau, on le voit là, c'est-à-dire vous avez un capillaire avec un globule rouge et du plasma, et à côté, vous avez une interface air, et c'est entre l'interface air de l'alvéole et du sang du capillaire pulmonaire que va se faire cet échange. D'accord? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Donc, pour pouvoir avoir un échange gazeux, quel qu'il soit, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, là où c'est le plus important, on va donner au moins important. Et là, on va jouer en pression. Et on va avoir plusieurs interfaces. D'une part, la pression, la notion de gradient de pression, ou gradient de diffusion, c'est un état dynamique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va se passer dès qu'il y a une différence de pression. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, d'un gaz qui va aller dans un sens ou dans un autre, selon le gradient de pression, jusqu'à un moment d'équilibre. Tant que l'équilibre n'est pas atteint, il va y avoir toujours des échanges dans ce sens. Donc, la tendance tend vers l'équilibre. La loi de Henry, on ne parle de loi de Henry que, vous savez très bien, ça c'est des choses que vous voyez parfaitement au niveau 4, que quand on parle d'état d'équilibre. C'est-à-dire que de part et d'autre d'une interface liquide-gaz, c'est la même chose. Que ce qui existe comme pression ambiante d'un gaz, c'est la même pression dissoute du gaz. D'accord? Ça, c'est la loi de Henry. Donc, on parle de la loi de Henry quand on parle à l'état d'équilibre. Donc, en définitive, pour les gradients de diffusion, pour les échanges gazeux, quand on regarde au niveau corporel d'une façon générale, on a 3 types d'interfaces. D'une part, une interface air-air, c'est notamment ce dont je viens de vous parler, c'est au niveau des bronches et des alvéoles. On va amener de l'air jusqu'au plus proche des alvéoles et il va y avoir, du fait de l'air frais qui vient d'arriver, un échange avec le gaz alvéolaire. Donc il va y avoir en fait un échange entre 2 interfaces air et air pour pouvoir s'équilibrer. Vous imaginez bien, plus on ventile, plus on amène de l'air frais, plus au fait cet échange va être important, puisque plus la différence de pression, on va la créer. Après, il y a également des interfaces air liquide, c'est typiquement l'alvéole. Typiquement l'alvéole, où par exemple vous avez des pressions alvéolaires grand A, notamment l'oxygène, pour le dévoiler tout simplement, qui va aller diffuser directement dans la pression veineuse qui va arriver plus faible, et vous avez des pressions éventuellement plus importantes dans le sang qui vont diffuser dans l'autre sens, et notamment le CO2. Et ça, on va le voir. Donc, les échanges, en fait, peu importe comment ça se fait, ça dépend non pas de la pression ambiante, mais de la pression du gaz. C'est d'accord? On continue. Et puis après, bien sûr, en fait, mais ça, je passerai très rapidement avec quelques diapos dessus, c'est vous avez une interface liquide-liquide, c'est notamment en fait les échanges au niveau tissulaire entre le sang et les tissus. D'accord? Donc ça, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est notamment lorsque vous faites la décompression que vous voyez ça en détail. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alvéole? Regardons un petit peu, essayons de comprendre et de rentrer un peu plus en détail des échanges gazeux, comment ils surviennent au niveau de l'alvéole. Alors, les pressions inspiratoires, vous les connaissez, elles sont relativement simples. Effectivement, vous avez 21% de FiO2 inspiré. Vous avez une pression inspirée en oxygène qui dépend de la pression ambiante. En surface, 760 mm de mercure, ce qui équivaut à une atmosphère, et ça vous le savez très bien. Et on parlera pour les pressions des gaz en millimètres de mercure. C'est la norme, mais vous pouvez éventuellement faire votre transformation en bar ou comme vous le souhaitez. Mais on parlera en millimètres de mercure. Vous verrez que ça va finir par être plus simple. Donc quand on calcule, c'est très simple, on arrive au fait à une pression inspirée en oxygène de 160 mm de mercure. D'accord ? Ceci correspond, donc ça va rentrer dans le poumon, d'accord ? Ça va normalement se réchauffer et s'humidifier. Cette humidification à 37 degrés correspond globalement à une pression de 47 mm de mercure, la vapeur d'eau. Vous allez voir son importance immédiatement. Regardons un peu ce qui se passe au niveau des gaz artériels, en fait à l'arrivée. Ici, regardons tout d'abord la pression artérielle des gaz. La pression artérielle, c'est des chiffres que vous devez retenir et que vous retenez. Normalement, la pression artérielle, donc petit a en oxygène, est de 100 mm de mercure. C'est simple. Et la pression artérielle en CO2 est de 40 mm de mercure. C'est un chiffre que je vous ai donné la dernière fois et qui sont des chiffres à retenir. D'accord ? La saturation de l'hémoglobine en oxygène, elle est quasiment maximale, c'est-à-dire que quasiment toutes
l'hémoglobine est déjà saturée. Ça, c'est des cours que vous avez au niveau 4, mais j'y reviendrai rapidement. Elle est à 97% déjà. D'accord? Au niveau veineux, bien sûr, il y a eu consommation d'oxygène, production de CO2. L'oxygène, il a diminué. On passe à 40 mm de mercure. Vous voyez? Donc une désaturation, une perte de l'oxygène au niveau de l'hémoglobine, ça va de soi. Il y a une relation, la courbe de dissociation de l'hémoglobine, et une pression, ma flèche elle est où? Une pression veineuse en CO2 qui a également augmenté dû à la production de CO2. Juste une petite remarque, vous voyez bien que la pression artérielle en oxygène passe de 100 à 40, en gros 60 mm de mercure en moins. La pression veineuse en CO2 n'augmente que de 5 mm de mercure par rapport à ça. Ça, c'est juste pour vous faire une remarque. Considérez qu'il existe des systèmes de transport relativement importants et différents que la pression dissoute du CO2. On reviendra tout à l'heure. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pour quelles raisons? Ici, on a 100 mm de mercure, alors que là, on a en réalité 160. Et ça, c'est une question qui, finalement, vous voyez bien qu'en plongée, on estime que ce que nous allons avoir dans notre circulation, c'est par l'équation d'Haldane, tout simplement, on multiplie la pression ambiante par la fraction de gaz inspiré et on en déduit ce qui se passe dans le sang. Mais là, comme on regarde un petit peu plus ce qui va se passer dans l'alvéole, on essaie d'expliquer cette différence qu'il y a entre 100 mm de mercure circulante et les 160 qu'on inspire. En réalité, il ne faut pas oublier que dans l'alvéole, il y a quelque chose qu'on n'inspire pas, c'est le CO2 qui arrive en permanence et qui est renouvelé en fonction de l'importance de la ventilation, comme je vous ai parlé la dernière fois. Ici, l'air que tu vas amener à ce niveau-là, je vais le faire avec la flèche pour qu'on voit, l'air que tu vas amener à ce niveau-là va être d'autant plus important que ta ventilation est importante. Plus ta ventilation est importante, plus ta clairance, ton élimination du CO2 va être importante. Donc en réalité, les gaz alvéolaires, c'est ce qu'on va considérer ici au niveau de l'alvéole, ce qu'on voit sous forme de CO2, azote, amené par l'inspiration, et oxygène, renouvelé également par l'inspiration. D'accord? Donc, regardons ça en détail. On regarde effectivement, on a de l'air, on inspire à 21%, 760 mm de mercure, ça se réchauffe, ça s'humidifie, et on arrive au niveau des gaz alvéolaires. Ici, je vous donne une formule, vous en faites ce que vous voulez. Bien sûr que pour votre examen, vous n'en avez pas besoin, je vais vous l'expliquer. Mais par expérience, je sais qu'à chaque fois que je vous la donne, finalement, ça vous permet de comprendre plein de choses. Et beaucoup l'utilisent et ils comprennent mieux les échanges gazeux grâce à cette formule, donc je vous la donne. La pression alvéolaire en oxygène, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. C'est la pression alvéolaire. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de l'alvéole en oxygène? Elle va dépendre, bien entendu, de la fraction inspiratoire en oxygène, qui est là, et de la pression à laquelle les gaz vont être soumis au niveau de l'alvéole, c'est-à-dire la pression barométrique soustraite de la pression induite par la vapeur d'eau. 760, qui serait ici, ou la pression ambiante si vous êtes en profondeur, moins 47. D'accord? Et ceci, on extrait bien entendu la quantité de CO2 qui est venue se rajouter par tout simplement la production corporelle de CO2 lors de la combustion, qui va dépendre de ce quotient respiratoire dont je vous ai dit, qui globalement à l'état de repos était également de 0,8. Donc ce n'est pas la même consommation que la production de CO2. La production de CO2 est légèrement moins importante. Donc c'est divisé par 0,8. Et quand on vous fait le calcul, et c'est ça qui est extraordinaire, vous remarquez que vous avez 21%, vous reprenez exactement la formule, vous appliquez au fait les chiffres, 21% d'oxygène multiplié par 713, c'est égal à 150, moins 40 divisé par 0,8, ça fait 50. Donc finalement, on explique parfaitement qu'on est 100 mm de mercure dans la circulation. Tu as raison, c'est trop juste, et en fait, en réalité, on a 97 mm de mercure. On a ces 3 mm de mercure qui sont dus tout simplement au fait que le poumon n'est pas ventilé et perfusé sur toute sa longueur de façon homogène. Donc il y a des petites choses qui sont différentes, ce qu'on appelle un petit shunt physiologique dû à des anomalies de la ventilation et de la perfusion ou à des inhomogénéités au niveau du poumon. Donc il n'y a strictement rien d'anormal à ça. Retenez 100 mm de mercure. Vous voyez que c'est quand même extraordinaire que pour quand même
300 millions d'alvéoles, avec une surface de 75 mètres carrés environ. Tout ceci marche quasiment à la perfection avec une formule mathématique. Donc, pour quelles raisons vous devez connaître un peu cette notion de gaz alvéolaire au niveau de décompression, également dans un souci de faire de la transversalité avec d'autres enseignements que vous avez, c'est que Haldane, par exemple, considère qu'effectivement, ce que je vous ai dit, la pression alvéolaire du gaz, il fait cette approximation que c'est la fraction inspiratoire du gaz, quel qu'il soit le gaz, par exemple en azote, notamment pour les modèles de décompression, multiplié par la pression barométrique, c'est l'équivalent de ce que nous allons avoir dans la circulation. C'est une approximation qui est tout à fait valable et qui va dans le sens de la sécurité, notamment lorsque on est en hyperbarie. D'accord ? Le fait d'enlever un peu le CO2, ça ne joue pas un rôle énorme. En revanche, et ça vous le savez bien, lorsqu'on est en altitude, on ne peut plus appliquer ce système. Il faut considérer les choses d'un peu plus près. Et cette surestimation faite par Haldane ne peut plus être considérée pour les plongées en altitude. Et on utilise plutôt des modèles de type Bullmann qui, lui, prend compte des gaz alvéolaires directement en fonction du CO2. D'accord ? Ok, ça c'est juste pour vous donner un aspect de transversalité. Donc, pour faire un peu le jeu de pression, le jeu de gradient de pression, pour résumer ça, on voit bien qu'au niveau de l'alvéole, la pression, le gradient de pression va être favorable pour l'entrée de l'oxygène, c'est-à-dire du passage de l'air, de l'alvéole, de l'air alvéolaire vers le vaisseau sanguin, puisque la pression alvéolaire va être plus importante que la pression veineuse en arrivant dans l'alvéole. Et ça sera le contraire pour le CO2, alors que normalement, à l'équilibre, l'azote, il n'y a aucun échange puisqu'on est totalement en saturation ici. Vous montez dans un avion, et qu'est-ce qui se passe ? Et il y a une dépression, et vous allez faire plutôt des échanges dans ce sens, exactement comme si vous faisiez une décompression. D'accord ? Tout simplement, c'est-à-dire sans avoir une immersion, et bien entendu, avec l'immersion, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc, les échanges alvéolo-capillaires, ils vont dépendre directement, et ça Anne vous en a parlé un peu, ils vont dépendre directement de la paroi alvéolo-capillaire. D'accord ? D'une part, et d'autre part également de la circulation. C'est un état dynamique. Vous avez une paroi et vous avez du sang qui va passer derrière, et ça, on va voir en fait comment est-ce qu'on fait rentrer en ligne de compte cette circulation. Cette paroi alvéolo-capillaire, Anne vous l'a dit, mais je vous le répète, elle est constituée donc de plusieurs choses, de 2 cellules principalement. Au niveau alvéolaire, c'est du pneumocyte 1. Au niveau sanguin, c'est de la cellule endothéliale, qui sont très très fines, séparées par une membrane basale qui leur permet de ne pas se coller complètement. C'est de l'interstitium, quasiment virtuel, que vous voyez parfaitement sur cette diapositive ici. Globalement, pour que vous reteniez un chiffre, ça fait 1 micron, inférieur à 1 micron. Vous voyez que cette épaisseur peut être variable selon les endroits, mais elle permet facilement et très facilement la diffusion du gaz. D'accord ? Cette diffusion du gaz, bien sûr, dépend des différences de pression de part et d'autre de cette membrane. C'est ce qu'on appelle les gradients de diffusion. Elle dépend également du gaz lui-même. C'est-à-dire que pour le CO2, qui est beaucoup plus diffusible que l'oxygène, elle va diffuser beaucoup plus facilement. Mais l'oxygène est relativement diffusible aussi, et il permet également de diffuser assez rapidement. Ça va dépendre également de la surface de contact. Bien entendu, si vous enlevez un poumon, vous enlevez les 3/4 d'un poumon, vous n'allez pas avoir le même type d'oxygénation ou la même facilité d'oxygénation. Donc la surface est importante. On estime entre 50 et 70 mètres carrés la surface qu'on a en contact entre l'alvéole et le sang pour pouvoir faire des échanges gazeux. Donc c'est énorme. C'est énorme. Une autre chose également, et ça pour un peu illustrer ce qui est l'œdème aigu du poumon, vous voyez ici par exemple cette barrière ici, on va dire que c'est virtuel, les 2 membranes basales, vous voyez les deux points, les 2 bandes noires, ces 2 membranes basales, vous allez éventuellement avoir, parce qu'il y a une pathologie, une fibrose pulmonaire, donc vous allez avoir un épaississement de cette membrane, vous allez avoir un œdème pulmonaire, donc de l'eau qui va se créer dedans. Cette membrane va être de plus en plus épaissie par différents types de pathologies, et donc vous allez avoir un retentissement direct sur la diffusion. L'OAP en fait partie. D'accord ? L'OAP en fait partie. Et d'autre part également, vous avez le temps de passage. Le temps de passage de quoi ? Du globule rouge, puisque c'est là que ça va se passer, au niveau de l'alvéole.
Le globule rouge vient de la veine, il a un temps de passage dans l'alvéole et repart dans l'artère. Donc il a un temps de passage court pendant lequel il peut être oxygéné. Ce n'est pas infini, il n'est pas oxygéné tout le temps. Ce globule rouge, imaginez-vous qu'il rentre par cette porte et que l'alvéole est au-dessus, il va passer là et il a juste le temps d'arriver jusqu'au bout. Si ce n'est pas oxygéné, tant pis pour lui. Eh bien oui, c'est comme ça. Donc, le temps de passage est important. Le temps de passage est important et on va voir en fait son importance. Alors là, vous voyez bien l'alvéole, ce que je vous ai déjà raconté. Vous avez l'alvéole d'une part, vous avez le sang d'autre part. Les gradients de pression à l'entrée de ce globule rouge dans l'espace alvéolo-capillaire va se passer comme ça. Élimination du CO2, parce que veineux, la pression veineuse à 45, et elle doit s'équilibrer jusqu'à 40, donc forcément une élimination de CO2, et forcément une diffusion vers le capillaire de l'oxygène, puisqu'il passe de 100 à 40 dans la veine. D'accord ? Jusqu'à là, tout va bien ? Et il y a un temps de passage. Ce temps de passage, si vous chronométrez le globule rouge qui passe à travers cette paroi alvéolo-capillaire, c'est au repos 0,75 millisecondes. 0 secondes, pardon. Et imaginez-vous que vous faites un effort. Ce temps va forcément diminuer. D'accord ? Donc si votre barrière est altérée parce qu'il y a un épaississement, la diffusion se fait mal, si vous lui coupez en plus le vivre à ce globule rouge, vous lui donnez moins le temps de s'oxygéner, il risque de ne pas arriver au fait et sortir de l'alvéole complètement oxygéné. Heureusement, ce temps, normalement, pour atteindre l'équilibre de part et d'autre de la membrane, il est très court. D'accord ? Donc on a largement le temps. Les chiffres de 0,25 secondes n'ont pas d'intérêt. Bien entendu, c'est juste pour vous donner une idée. On s'oxygène très rapidement pour atteindre en définitive un équilibre très rapidement dès que le globule rouge rentre dans cet espace alvéolo-capillaire. De part et d'autre de la membrane, on atteint un équilibre, c'est-à-dire que la pression alvéolaire en CO2 va être identique à la pression artérielle en CO2 à la sortie du capillaire, et de même pour l'oxygène. D'accord ? Je vous rappelle que je vous disais que la pression alvéolaire en CO2, c'est égal à la pression artérielle en CO2 et non veineuse. Voilà la raison. D'accord ? Donc c'est à la sortie de l'alvéole. C'est ce qu'on récupère en artériel qui est le témoin de ce qui se passe dans l'alvéole. Ce qu'on récupère en veineux, c'est le témoin de la consommation qu'on a eue dans l'organisme. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vous avais mis là ? Oui, donc je vous conclus ça. Et bien entendu, les échanges, ici, juste pour vous dire que quand ça va rentrer au niveau de l'alvéole, l'oxygène va atteindre très rapidement l'équilibre, également le CO2, qui va l'atteindre encore plus rapidement puisque sa diffusion est plus rapide. Et en cas d'effort, tu laisses le temps pour que ça se... Si tes poumons sont normaux, il n'y a aucun problème. Elle est plus rapide. Si tes poumons sont normaux et la diffusion est correcte, il n'y a aucun problème. Si tes poumons ne sont pas normaux parce qu'il y a un épaississement de la barrière, à ce moment-là, tu ne vas pas donner le temps. Et c'est une des meilleures façons, une des raisons principales de consultation en pneumologie, c'est un essoufflement à l'effort. On lui fait monter les escaliers, on s'aperçoit qu'il désature, donc manifestement, la diffusion ne se fait pas correctement. C'est très simple. Vous avez un œdème aigu du poumon, si vous avez une lésion de la paroi alvéolo-capillaire, ça ne sera plus du tout la même chose. Là, vous risquez de diminuer le temps. D'accord ? C'est juste, vous condamnez cette facilité à s'oxygéner facilement. D'accord ? Oui, est-ce qu'on peut l'étendre à l'azote ? La réponse est bien sûr, on peut l'étendre à l'azote, c'est exactement la même chose pour l'azote. Seulement l'azote, il ne faut pas oublier, il n'y a pas du tout de transporteur d'azote. Il y a principalement, je surveille l'heure, il y a surtout au fait c'est dissous, l'azote. Et l'azote, on s'en fout en termes de consommation et d'élimination. Ce n'est pas dangereux en soi qui circule, c'est dangereux surtout dans la décompression et l'accident bullaire, l'azote. Mais en soi, il n'est pas très dangereux. Oui, mais donc alors justement, une des questions que je me suis toujours posée sans oser la oui. C'est que quand on explique que si tu as un FOP ou n'importe quel shunt droit-gauche, tu as des bulles du veineux qui passent dans la grande circulation. Ça sous-entend qu'il y a 0 bulle qui passe dans la grande circulation et ça m'a toujours épaté, ça.
Et il y a normalement des micronoyaux qui passent dans la grande circulation par des raisons qu'on ne connaît pas très très bien. Il y a des bulles qui passent dans la grande circulation, encore une fois, par l'ouverture de shunts, notamment, on le verra en fait dans la surpression pulmonaire. Normalement, ces bulles s'arrêtent au niveau alvéolaire, donc on va supposer qu'une bulle arrive, même si on sort un peu du sujet, elle arrive par la veine, elle va se bloquer ici. Et étant donné qu'il n'y a pas d'azote, ou que l'azote est moindre, puisque la pression est moins importante lorsqu'on remonte, il va s'éliminer très rapidement. Et surtout s'éliminer pour d'autres raisons également, c'est que cette bulle va s'enrichir en oxygène, elle va s'enrichir avec autre chose, et elle va s'éliminer très rapidement. D'accord ? Donc c'est la physiologie de la bulle. Mais là, on rentre dans la décompression. On pourra en discuter après, si vous voulez, pour rester un peu sur les échanges gazeux oxygène et CO2. Mais c'est très important, effectivement, Vanessa, pour la décompression. D'accord ? Et avoir une bonne ventilation, une bonne oxygénation et des vrais échanges gazeux, tant tissulaires qu'alvéolaires, est essentiel pour la décompression. Alors je continue, et là je passe vite, parce que vous le connaissez bien, et les échanges gazeux, bien entendu, on suppose, le but étant d'amener l'oxygène aux différentes parties du corps pour pouvoir en fait favoriser cette combustion, production d'énergie par les muscles et par autre chose, et finalement avoir une consommation d'oxygène et faire une production de CO2. Alors, bon, ça c'est en air inspiré, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, mais vous avez également en plongée, vous avez une entrée beaucoup plus importante d'oxygène à cause de la pression qui augmente. La pression en CO2 reste pareille et on le redéfinira plus tard, mais en fait, retenez pour l'instant que la production de CO2 ne change pas, mais il y a également des variations de volume et de ventilation. Et qu'en descente également, il y a une entrée dans ce sens-là, une diffusion alvéolo-capillaire dans ce sens-là de l'azote. Et que la remontée, c'est plutôt le contraire. Alors qu'on continue à s'oxygéner sans aucun problème, puisque les échanges corporels restent identiques. On a toujours le même besoin d'oxygène, on a toujours la même nécessité d'éliminer le CO2. D'accord ? Alors, toujours dans la transversalité par rapport à vos problématiques de décompression, il faut que vous connaissiez ces trois états des échanges gazeux, que ce soit la saturation, la sous-saturation ou la sursaturation, qui peuvent jouer un rôle important lors de la descente d'une phase d'équilibre à une autre phase d'équilibre, et donc qui vont dépendre des gradients de diffusion, tant au niveau alvéolaire que tissulaire. Au niveau alvéolaire, l'équilibre est atteint très rapidement. Au niveau tissulaire, ça va dépendre de chacun des tissus. D'accord ? Et puis au niveau de la remontée, au moment de la remontée, c'est l'effet inverse, avec, et ça vous le savez très bien, une remontée rapide, la transformation due à la baisse de pression du gaz libre, une transformation très rapidement du gaz dissous en gaz libre. Alors comment est transporté tout cela ? Et c'est aussi des rappels, mais que je me permets de vous rappeler très rapidement pour une question qui me semble essentielle à la fin, avant d'arriver à l'apnée. L'oxygène est transporté par l'hémoglobine, principalement, mais très, très majoritairement. D'accord ? Il est bien sûr sous forme dissoute, ce qui va diriger les échanges gazeux entre les tissus, la circulation, le poumon. Le moteur de tout ça, c'est la pression dissoute. On a absolument besoin de cette pression dissoute, puisque tout gradient de diffusion alvéolo-capillaire ou sanguin et tissulaire va être dirigé et drivé en quelque sorte par la pression de travail, le gradient de pression, donc la pression du gaz dissous selon la loi de Henry. D'accord ? Il y a une autre partie que vous connaissez également bien, c'est l'hémoglobine. Oui, 100 mm de mercure, c'est la pression du gaz. Donc c'est une pression. D'accord ? Cette pression du gaz, c'est juste la pression qu'elle fait. Et la quantité que tu vas avoir dans le sang, elle va dépendre de ce qu'on appelle le coefficient de solubilité qui est là. Mais ça, c'est des chiffres. Ne retenez surtout pas ces chiffres. C'est juste les notions. Ce qui est en rouge, ça suffit. D'accord ? Elle va produire une pression et son coefficient de solubilité va donner une certaine quantité dissoute. Mais il y a une pression du gaz. Il y a une pression dissoute du gaz. La partie d'hémoglobine, elle dépend de ça principalement. Et c'est une relation qu'il y a entre l'hémoglobine, entre la pression que tu vas avoir et la saturation de l'hémoglobine.
Donc c'est une relation entre la pression que tu vas avoir autour de l'hémoglobine et la saturation de l'hémoglobine. Et la pression, c'est ce qui permet de saturer l'hémoglobine. D'accord? Et ça, je passe dessus, mais juste si on voulait formaliser ça sous forme d'une formule qui ne sont pas du tout à connaître, la quantité d'oxygène que vous avez et que vous transportez, ce qui est important également pour l'oxygénation, il y a une partie dissoute, d'accord, et une partie qui va être combinée à l'hémoglobine, et qui est la partie principale, d'accord. Et sachez que normalement, déjà en fait en surface, à 100 mm de mercure, vous avez une saturation de 97%, quasiment maximale. Vous verrez pourquoi je vous dis ça, et retenez ça, ça c'est important, d'accord. Alors, juste un petit mot, mais Anne va vous en parler tout à l'heure, le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, il a une affinité pour l'hémoglobine qui est nettement supérieure, 1000 fois supérieure, on va dire. Elle se fixe au niveau du site de fixation de l'oxygène. Une fois qu'elle s'est fixée dessus, il est difficile de la décrocher. Donc en pratique, on diminue la possibilité de transporter de l'oxygène par le sang. D'accord ? Si l'oxygène est transporté par des brouettes, vous diminuez la quantité de brouettes à l'oxygène. Donc il y aura moins de quantité. D'accord ? Bon, les signes, ça, Anne va vous en parler. Le gaz carbonique, également 2 mots, juste pour un rappel. Il y a une forme dissoute, bien sûr, mais il y a surtout une forme combinée. Et cette forme combinée, ça vous le savez au niveau 4 déjà, c'est sous forme de bicarbonate. D'accord ? Majoritairement sous forme de bicarbonate. De façon beaucoup moins importante, vous avez les carbamates, c'est-à-dire le CO2 qui va se fixer au niveau de l'hémoglobine, d'accord, au niveau des globules rouges. Ces carbamates ne jouent absolument pas de rôle ou très peu de rôle quand on ne fait pas d'effort, mais ils jouent un rôle énorme quand on fait un effort. Ok ? Alors, ça, je vais vous le résumer très rapidement, ce jeu entre l'oxygénation, l'élimination et comment ça va se passer au niveau de l'alvéole, comment tout ce transport a son importance. En attendant, sachez que le CO2 est transporté bien sûr par les bicarbonates tant dans le sang que dans le globule rouge, et c'est dans le globule rouge que ça se fait, c'est les globules rouges qui permettent la production des bicarbonates, et c'est la façon en fait, qu'on a de transporter notre CO2 sans avoir en fait une augmentation très importante du CO2. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Donc on transporte principalement sous forme de bicarbonate. Je ne sais pas pour quelle raison, on a beau vous dire que les carbamates, c'est pas ce qui est le plus important, c'est ce que vous retenez en premier. Les carbamates, ça a un rôle pour les efforts, mais pas du tout, enfin beaucoup moins en repos, c'est 2% comme vous le voyez là-dessus. Donc, un petit film, pas un petit film, mais quelque chose qui va vous paraître compliqué, mais mais en réalité, ça résume tous ces échanges gazeux par quelques diapos. Vous avez l'alvéole, donc une interface air liquide, une interface liquide-liquide pour les tissus, et quand on s'oxygène, effectivement, l'oxygène va venir se fixer sur l'hémoglobine, qui va aller finalement au niveau des tissus pour pouvoir en fait entraîner une combustion, comme je vous ai dit. Il va y avoir une production de CO2. Ce CO2, il va être bien sûr dissous dans le sang, mais il va surtout diffuser très facilement dans le globule rouge, qui est la machine pour produire des bicarbonates. Parce qu'elle a ce qu'on appelle l'anhydrase carbonique, qui favorise ce passage en fait, et la production de bicarbonate. Une fois que les bicarbonates sont produits, on est un peu soulagé parce que le pH ne diminue pas énormément, on n'a pas d'acidose trop importante. C'est ce qu'on appelle un effet tampon. D'accord ? Ces bicarbonates vont diffuser, vont diffuser très facilement dans le plasma, et lorsqu'on s'approche de l'alvéole, l'oxygène va se refixer sur l'hémoglobine, donc il repasse ici, et cette hémoglobine, il va libérer ce qu'il faut pour que l'équation s'inverse et le bicarbonate se retransforme en CO2, il est éliminé au niveau du poumon. Donc vous avez tout le cycle qui est là, et c'est exactement ce qui se passe du début de la petite molécule d'oxygène qui rentre dans le poumon jusqu'à la consommation au niveau des tissus, la production de CO2, son élimination dans le poumon par la ventilation. D'accord ? Alors, la valeur normale, pour vous dire 2 mots, la ventilation, ça c'est quelque chose que je vous ai fait largement la dernière fois, je ne reviendrai pas dessus. La ventilation, c'est principalement l'élimination du CO2. D'accord ? Je vous avais donné cette formule pour que vous la connaissiez. On a vu que le CO2 avait un rôle dans la détermination
de la pression alvéolaire en oxygène. D'accord? Vous ne suivez plus là. Donc, si on diminue brutalement le CO2 dans l'alvéole, l'oxygène va augmenter un peu. Non? Là, proportionnellement. C'est quelque chose qui joue un rôle énorme lorsqu'on est en altitude. D'accord? Qui joue un rôle énorme en altitude. Je vous ai donné également l'exemple. Mais souvent, et la question qu'on peut vous poser au MF2, est-ce que l'hyperventilation va améliorer l'oxygénation? La réponse est clairement non, et elle est même dangereuse. Et ça, c'est juste avant de vous parler de l'apnée directement. La ventilation ne va pas améliorer parce qu'en définitive, on va augmenter très très peu et de façon quasiment minime, puisqu'on est déjà quasiment, et là je vous ai donné les raisons en fait mathématiques, calculées, je vous ai donné l'exemple, on augmente la quantité qui est là, la quantité de CO2 transportée de 16 à 16,3, même si on hyperventile à 20 mm de mercure. Autant dire, c'est même pas la peine de le faire. C'est complètement absurde d'hyperventiler pour essayer de prolonger son apnée, d'accord, en termes d'oxygénation, et c'est surtout extrêmement dangereux comme on va le voir. D'accord? Alors, des choses importantes à retenir en termes d'échanges gazeux, c'est les pressions alvéolaires, que ce soit du CO2 ou de l'oxygène, c'est égal à la pression artérielle et non pas veineuse, et vous avez compris pourquoi. Les gradients de diffusion, l'équilibre qui est atteint relativement rapidement, et ce qui va permettre de conduire à tout ça.